Bonsoir et bienvenue sur la télévision Shekina. Il est 19h30 à Boué. C'est dans Logoué Ivindo. Ayant pris part récemment à la Grande Assemblée Générale de la Dynamique Unitaire, M. Gassala, président du SYNAPSA, soutient et poursuit le mouvement de grève suite à l'éventuelle privatisation des structures hospitalières dans notre pays. Reportage. Le ministre de la Santé envisage céder la gestion des CHU à des partenaires privés, causant ainsi la colère de ce syndicat qui menace de fermer toutes les structures hospitalières du territoire gabonais par un mouvement de grève plus intense. Nos activités de façon endogène, nous avons déjà touché plusieurs structures sanitaires de notre capitale politique, donc Libreville. Nous avions déjà touché les CHU, les centres de santé. Il reste simplement les ressources humaines du ministère de la Santé et frapper le ministère de la Santé. Jusqu'à présent, la grève est suivie puisque nous sommes en service minimum et dans les tout prochains jours, si seulement justement la tutelle ne réagit pas, eh bien, nous allons procéder à la fermeture totale des structures sanitaires sur toute l'étendue du territoire national. Donc nous disons également que nous avons déjà des équipes qui sont déjà à l'intérieur du pays, notamment à Port-Gentil, à Lambaréné, à Franceville, Moanda, Mounana, Koulamoutou, toujours dans le cadre de la sensibilisation pour justement planifier la date échue que nous avions déjà fixée pour la fermeture totale. Mais il faut également rappeler qu'au-delà du fait que les autorités sanitaires aujourd'hui profèrent un peu de mensonges, quant à dire que évidemment les hôpitaux de la santé ne seront pas vendus, mais c'est archi faux. Il y a un projet d'ordonnance pris le 8 mars 2018 par le ministre de la Santé, à l'intérieur duquel vous allez trouver justement la privatisation et la cession aux partenaires privés justement des structures sanitaires de notre pays. Donc ils vont commencer par les CHU et ensuite ils vont toucher les hôpitaux régionaux et centres de santé. Donc le secteur de la santé est bel et bien vraiment déjà vendu. Si je puis m'exprimer ici, ce n'est pas un mensonge. Et si c'est un mensonge que le ministre de la Santé nous convoque, puisque nous avons des journaux. Le journal L'Union du vendredi 9 mars a bien décliné les différentes propositions, n'est-ce pas, des décrets introduites par le ministre de la Santé. Donc ce n'est pas un mensonge, ce ne sont pas des blasphèmes. Le gouvernement de la République actuelle est en train de tuer le peuple gabonais. Le gouvernement actuel est en train de privatiser le secteur de la santé. Dans aucun pays au monde où on a privatisé la santé. Et c'est pourquoi notre colère aujourd'hui, puisque nous allons frapper sur toute l'étendue du territoire national, tant que ces mesures ne seront annulées. Donc nous disons aujourd'hui et nous attirons l'attention du ministre de la Santé, puisqu'on n'a même plus, on ne voit pas l'importance d'avoir Madame Denise Mekam comme ministre de la Santé. Elle n'est pas venue vendre les structures de la santé. On attendait d'elle peut-être la mise en place par exemple du code de la santé, parce qu'au Gabon on n'a pas le code de la santé. Or aujourd'hui, quand elle arrive, c'est pour renforcer justement la perfidie de vendre, n'est-ce pas, les hôpitaux gabonais. C'est quoi le danger derrière? Si nous remettons en cause cette réforme simplement parce que non seulement le gouvernement est en train de mentir le peuple gabonais pour dire nous voulons simplement céder la gestion de ces hôpitaux aux partenaires publics. Est-ce que c'est raisonnable? Que deviendront alors les personnes qui travaillent dans ces hôpitaux-là? Simplement parce qu'ils veulent faire signer le contrat de travail aux agents de la santé. Que pensez-vous d'un tel bras de fer où les parties prenantes ne se concernent pas et dans lequel la population en pâtit? D'un sujet à un autre, l'insalubrité grandissante que les Gabonais observent depuis plusieurs mois dans le pays est toujours d'actualité. Dans la capitale économique, de nombreuses voies se trouvent obstruées par des tas d'ordures. Reportage de nos confrères de Média Plus. Les usagers de la route de la capitale économique ont fait face à certaines difficultés ce matin pour circuler sur la principale nouvelle route du quartier Balaran à cause des ordures ménagères qui ont presque coupé la voie en deux. C'est pas normal que cette poubelle soit là jusqu'à la route. C'est pas normal, ça empêche la circulation. Est-ce que la mairie pense à ce moment? Je ne sais pas. C'est un véritable problème, Parce que moi, tout le monde se pose la question et pourtant, je ne sais pas si la mairie a quand même des engins, ils ont des camions. Qu'est-ce qui les manque? Ils ont des engins là-bas. Est-ce qu'ils ne peuvent pas faire un tour, au moins dans la journée, avec un camion ou un tractopelle, essayer un peu d'enlever pour que la population essaie de vivre aisément? Est-ce que ces autorités-là, devant chez eux, s'ils voient ces gens de conditions-là, est-ce qu'ils sont contents? Si la mairie ne peut pas être pour venir les récupérer,
Ça veut dire que c'est les populations qui souffrent. Les mouches nous retournent dans l'habitation, les maladies aussi nous rejoignent à l'intérieur. Il faudrait que la mairie, Bernard Perrano et toute son équipe trouvent une solution pour ça. C'est leur boulot. La population ne trouve pas d'autre moyen que de s'exprimer qu'en barrant la route. Peut-être que là, ils seront entendus. Toute la ville, c'est la même situation. Toute la ville est pourrie. Vous voyez un peu. Il n'y a pas un seul quartier là où il n'y a pas de dépôts d'ordures comme ça. Qu'est-ce que la municipalité fait? Il y a un budget normalement qui est loué par rapport à ça. Alors, maintenant là, comme nous allons bientôt nous pointer bientôt à l'approche des élections, nous allons voir ces hommes politiques, ces acteurs politiques venir demander nos suffrages. La recrudescence de la pollution de l'environnement des quartiers de la commune de Port-Gentil peut être à l'origine de nombreuses maladies. Quand si on vote quelqu'un, c'est pour que en fait, la population soit aisée. Et maintenant, vous voyez dans cet état-là que la population aujourd'hui souffre. Parce qu'il y a des enfants qui sont à côté. Hein? On a des bébés ici qui sont à côté. Donc ces bébés-là, avec ces odeurs. Et puis aujourd'hui, quand un enfant tombe malade, c'est les parents qui essaient un peu de se débrouiller et puis trouver un peu de voyages de moyens pour subvenir aux besoins de sa famille. Maintenant, si aujourd'hui nous vivons avec des poubelles, vous voyez un peu ce que ça fait? Et des situations comme ça, là, ils sont en train de nous exposer aux maladies. Il y a des petits enfants, tout ça, machin, tout. Alors ça, je regrette. Le constat a été le même au marché du Grand Village où les commerçants et les usagers de la route respirent les mauvaises odeurs depuis quelques semaines. Suite à 3 mois d'arrêt de salaire, le personnel du cimetière de Cabon Télécom de Port-Gentil exprime son ras-le-bol depuis quelques jours. Si aucune solution n'est trouvée dans les médias, ces travailleurs entendent arrêter toute activité. Elnuila Senzengi, Média Plus. Après avoir supporté plus de 3 mois de salaire impayé, l'équipe chargée de l'entretien du cimetière municipal situé derrière Gabon Télécom a décidé de rompre avec le silence. Bon, mais s'il n'y a pas de salaire, nous allons faire comment? Les mamans, les papas, que les enfants dans les maisons. On loue. Hein? Moi, je veux que M. Mano, ça fait déjà 4 mois. La fois passée, je parlais avec lui, on parlait de 3 mois. Mais aujourd'hui, nous sommes au 4e mois. Donc, il vient me payer mon argent, j'enlève mon corps. Le début, c'était bien. Ce n'est plus bien comment parce que notre chef nous fait maintenant 2 mois, 3 mois. Quand tu vois que c'est le 3e mois, il vient nous payer. À 2 fois, il nous payait l'avance. À 2 fois, il nous donnait 150 000. Mais quand tu dois la personne 3 mois, il faut donner 1 mois et demi ou bien 2 mois et demi. Au cours de ces négociations que ces derniers ont eues avec leurs responsables, certains d'entre eux auraient accepté des avances sur salaire. Donc ils voulaient nous avancer un peu d'argent, on n'a pas voulu, on a rendu les enveloppes. Donc on attend tout l'argent. Avant c'était bon, mais là ce n'est plus bon. Là maintenant, des fois il vient, il nous paye les avances, l'autre avance qui reste pour nous payer encore, c'est difficile. Oui, il a donné l'avance 100 000, 100 000. Il y a les autres qui ont refusé, mais moi j'ai pris pour moi. Et 360 000 qu'il me donne. Des arriérés de salaire qui affectent ces dernières sur le plan social. Difficile avec les enfants, on va faire manger les enfants avec quoi? On n'a pas l'argent pour payer le riz, on n'a pas l'argent pour payer la nourriture. On dort comme ça, là on dirait qu'une personne qui ne travaille pas. Hein? Même pour payer l'argent des écoles, rien. Ils ne pensent pas. Ils pensent seulement au travail. Allez, partez! On dirait que nous sommes les esclaves libérés. Allez, partez travailler! Il n'y a pas l'argent. Les yeux tournent. Même au Gabon peut tomber là à cause du travail. Et... Oh, les Gabonais ne supportent pas le travail. Mais on va supporter comment? Si ça envoie le salaire. Et puis dans tout ça, hein, j'ai un enfant qui est malade pour être opéré. Il n'y a pas d'argent. Quand on l'explique un problème qui est mieux auprès de nous, il dit oh, il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Mais il n'y a pas l'argent. Si les enfants sont malades, nous-mêmes, moi, tel que moi, là, j'étais évanouie depuis l'année passée ici, là, sur un caveau. On lui appelle, il dit, oh, amenez-la à l'hôpital. Mais à l'hôpital, s'il n'y a pas l'argent, lui-même ne se présente pas. Je devrais être soigné comment? Certains menacent d'arrêter de travailler s'ils ne rentrent pas en possession de leur émolument. Rien à voir avec ce qui précède.
4 sujets camerounais, dont 3 hommes et une femme, ont été saisis par la police nationale de Port-Gentil pour des vols à la tire organisés entre la capitale économique du Gabon et Libreville. Nos confrères de Média Plus. C'est à l'aide de ce véhicule à usage de taxi, numéro de portière 1249, que cette association de malfaiteurs, composée d'une femme et de 3 hommes, tous de nationalité camerounaise, organisait des vols à la tire entre la capitale économique et Libreville. Le cerveau de la bande, Ekoumé Gustave, de profession planteur, 58 ans, né le 28 novembre 1960 à Bafia, dans le centre du Cameroun, reconnaît les faits que lui sont reprochés. Non, si je me retrouve ici, c'est Ouna qui m'a fait venir depuis Libreville, venir faire le vol à la tire dans le taxi. Le jour où la PJ nous a attrapés, il n'y avait personne dans le taxi. J'ai reconnu 2 plaintes. En dehors du chauffeur de taxi qui réside à Port-Gentil au quartier Ngadi, les 3 autres qui opéraient tous les 24 jusqu'au 5 de chaque mois, avec chacun un rôle précis, sont domiciliés du côté de Libreville. Je suis assis dans le taxi. C'est arrivé comme ça. C'est arrivé comme ça. Oui. Vous êtes de Port-Gentil? Oui. Vous résidez dans quel quartier? Ngadi. Moi, je suis le chauffeur. Je connais 2 fois ici à Port-Gentil par rapport, comme le monsieur m'avait amené, monsieur Romé. Donc, je suis là. Le rôle, c'est quoi? Je suis assistant. Je suis là derrière, c'est tout. Au cours de sa dernière opération, le chef de gang aurait soutiré à des clients qui se trouvaient à bord de leur taxi plus de 800 000 francs CFA. On ne cible pas quelqu'un. On ne cible personne. Nous sommes dans un taxi à 5. Parce qu'il y a un monsieur aujourd'hui qui ne veut pas amener, monsieur Manga, que c'est lui qui nous fait venir ici. Maintenant, quand nous sommes dans le taxi, on marche. On voit quelqu'un, un responsable, surtout les Ouest africains. Moi, je n'ai jamais volé un Gabonais. Parce qu'il porte un peu plus d'argent. Plus de 30 plaintes de vol à la tire ont été enregistrées à l'antenne provinciale de la police judiciaire de la ville de Port-Gentil. De retour à Libreville où l'on parle de la poursuite des travaux qui se déroulent sur les cités et gouvernements locaux unis d'Afrique où le ministre de l'Intérieur en charge de la décentralisation a reçu les émissaires présents à Libreville. Ephraim Yogoizo et Mouskoni Ngonoga. Dans la même lignée des travaux sur l'organisation fêtière et la voie unie assurant la représentation des collectivités locales de l'ensemble du continent africain, appelé communément cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, que s'est tenue une réunion de travail entre Lambert Noël Mata, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité chargé de la décentralisation et du développement local, avec l'ensemble des délégations venues expressément à Libreville, afin d'y prendre part aux travaux. La préoccupation de ces invités de marque ayant pour seul objectif s'imprégner de l'état de la décentralisation et les questions relatives au processus de décentralisation au Gabon. De là, des garanties l'ont été signifiées par le détenteur de ce portefeuille ministériel. Autre regret émis par les émissaires du fait que le Gabon n'a toujours pas ratifié et signé la Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local. Cette charte a été adoptée par les chefs d'État et de gouvernement en juin 2014 à Malabo. Malabo n'est pas loin. Et ce sont les chefs d'État qui ont décidé de mettre en place cette charte. Pour qu'elle soit un instrument de l'Union africaine, il faut qu'elle soit signée et ratifiée par au moins 15 États membres de l'Union africaine. Le Gabon se doit d'être parmi les premiers signataires. Actuellement, il y a 12 signataires, 3 ratifications, et le Gabon n'en est pas. Donc, nous avons insisté auprès du ministre pour que le Gabon, dont l'engagement vers la décentralisation venait de nous être confirmé, soit signataire, parmi les premiers signataires de la charte, et parmi les premiers à ratifier, à déposer ces instruments au niveau de l'Union africaine. Le ministre s'est engagé à présenter une communication commune avec le ministre des Affaires étrangères pour que le processus de signature et de ratification soit accéléré.
Autre fait marquant de cette rencontre de travail, le rappel exhaustif au ministre de l'Intérieur du calendrier des activités à venir. Nous avons également dit au ministre que notre organisation tient tous les 3 ans un sommet des collectivités territoriales qui s'appelle le sommet Africité. Le prochain sommet Africité se tient du 20 au 24 novembre 2018 à Marrakech au Maroc. Nous avons demandé au ministre, évidemment, qu'il participe à ce sommet, que le Gabon soit présent et qu'on ait une forte délégation non seulement des collectivités territoriales et du gouvernement gabonais, mais aussi du secteur privé, de tous ceux qui peuvent représenter le Gabon devant l'Afrique locale. Et ils ont donc, le ministre a accepté qu'il sera présent dans un pays qu'il considère comme très proche du Gabon. Rassuré de la qualité des échanges, la délégation a donc pris congé de Lambert Noël Mata. L'actualité hors de nos frontières, c'est aussi ça l'information. Le pasteur américain Andrew Brunson est jugé en Turquie pour activité terroriste présumée. Il rejette en bloc les accusations de l'État turc. Presse internationale. Cette affaire est un des dossiers qui envenime les relations entre Washington et Ankara. Pour tenter de trouver une solution, les États-Unis ont envoyé sur place Samuel Brownback, l'ambassadeur américain pour la liberté religieuse. L'homme se montre soucieux du sort que la Turquie pourrait réserver au pasteur américain Andrew Brunson, jugé depuis ce lundi pour notamment des faits présumés de terrorisme. L'administration est très inquiète de cette affaire. Nous sommes convaincus qu'il est innocent. Andrew Brunson est innocent. Nous avons l'espoir que le système judiciaire en fera la conclusion et le libérera rapidement. Les États-Unis estiment beaucoup leur relation avec la Turquie. Dès sa première audience ce lundi dans un tribunal de la province d'Izmir, le pasteur Brunson a rejeté toutes les accusations de terrorisme, arguant que depuis 25 ans qu'il est installé en Turquie, il n'a jamais rien fait contre elle, juste exercé son ministère. Les autorités turques l'accusent d'avoir agi pour le compte du réseau de Fethullah Gülen, le prédicateur turc exilé aux États-Unis, désigné par Ankara comme étant le responsable du coup d'État manqué du 15 juillet 2016. Le pasteur américain a redit qu'il n'existait aucune preuve concrète de lien entre lui et les partisans de Fethullah Gülen. En septembre dernier, le président Erdogan avait suggéré que son pays pourrait libérer Andrew Brunson en échange du prédicateur. Le pasteur américain, qui est incarcéré depuis 2016, risque, s'il est reconnu coupable, 2 peines de prison de 15 et 20 ans. Les médias syriens se sont rétractés après avoir initialement annoncé l'interception de missiles dans la province de Homs. Israël et les États-Unis avaient démenti être à l'origine des tirs. Presse internationale. L'enquête doit éclaircir les circonstances de l'attaque au gaz présumée survenue dans la localité de Douma près de Damas le 7 avril dernier. La mission des enquêteurs de l'Organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques a débuté dimanche, mais ils n'ont pas pu accéder à la zone. La Russie et la Syrie avaient alors invoqué des problèmes de sécurité. Les États-Unis accusent Moscou d'avoir maquillé les preuves sur le site, ce qu'a démenti un haut responsable russe. Mardi, les services de sécurité des Nations Unies, accompagnés de la police militaire, vont tester les itinéraires. Et mercredi, les experts de l'OIAC vont se rendre à Douma. Donc la Russie n'est en aucun cas en train d'éviter l'enquête. À Douma, où les ravages causés par près de 7 années de conflit sont toujours visibles, les habitants restés dans la zone sont encore traumatisés par les récents bombardements menés par le régime de Bachar al-Assad. Mais pour certains habitants de cette localité de la Ghouta orientale, l'heure est désormais au soulagement. Après le départ des rebelles, nous avons trouvé dans leurs entrepôts suffisamment de provisions pour nourrir les habitants de Douma pour au moins 1 an. Lorsqu'ils étaient là, nous étions complètement affamés. Les principaux hôpitaux ont été décimés par les bombardements, tout comme les tribunaux et les bâtiments administratifs. Le ministre syrien des Finances s'est rendu à Douma lundi. Près de 10 millions de dollars ont été investis dans les différents domaines. Et si ce n'est pas assez, nous sommes prêts à mettre plus d'argent. L'objectif est de restaurer tous les services.
Depuis lundi, dans cet ancien bastion des rebelles syriens, des véhicules militaires syriens et russes patrouillent dans les rues. On parle sport dans ce journal où l'Agakadojika passe à la vitesse supérieure avec l'inauguration d'une nouvelle salle technique. En présence de Paul Biogemba, membre de l'Agakadojika et mentor de cette association. Moscodingonemba et Bertrand Koumileka. Coupure du ruban par le membre permanent et mentor de l'Agakadojika, suivi de la visite de deux nouveaux dojos et l'inauguration du siège technique. Un tour des lieux qui a permis à Paul Biogemba de découvrir une jeunesse vitale et pleine d'envie grâce à cette infrastructure sportive de qualité qui leur offre un espace de travail paisible. Aujourd'hui, je trouve des couches différentes, des âges différents, pratiquement de la petite enfance à l'âge adulte. Ça veut dire que le travail que vous faites embrasse tout le monde, en particulier la jeunesse, qu'il faut bien former. Pour cela, très franchement, félicitations. Le deuxième sentiment, c'est de dire, vous dire tous mes encouragements. Je vous exhorte à continuer sur cette voie et même à monter encore en puissance. Nous qui regardons cela avec un regard objectif, attentif, objectif, nous pouvons dire que c'est extrêmement positif ce que vous êtes en train de faire. Vous contribuez réellement à la formation de la jeunesse gabonaise. L'Agakadojika, une association qui œuvre chaque année à l'amélioration des techniques de base de ses athlètes en vue de les rendre encore meilleurs lors des compétitions à venir. Notre but ici, l'Agakado, c'est former la relève de demain. Cet après-midi, nous avons fait ce qu'on appelle la formation des formateurs. Sans formation, il n'y a pas de compétition. Et cela, on a essayé cet après-midi de relever le niveau. Et vous savez tout de même que la JICA, c'est une association tout à fait particulière, la JICA, Japanese Karate Association, WF, World Federation, qui est différente des autres fédérations parce que nous avions un style, une philosophie et bien sûr une appartenance tout à fait particulière. Et tout ceci, c'est grâce à notre mentor qui est là avec nous depuis 1991, 27 ans, Paul Biogemba, qui est venu non pas étant que ministre d'État, mais étant que membre officiel de l'Agakadojika et mentor de l'Agakadojika. On a plusieurs mentors, mais celui-là a été choisi, c'est parce qu'il nous soutient, il est là tous les jours quand on a des activités. C'est pour vous dire que cet après-midi, c'est un honneur, une joie pour moi, les karatékas gabonais et de toute la nation qui ont un siège maintenant, qui ont les deux dojos. On a un pour les petits, un pour les grands, vice-versa. Et ensuite, on a un siège. Une soirée qui s'achève en apothéose avec la remise des attestations de fin de stage initiée par son président qui démontre sa disponibilité et son désir d'enseigner ce qu'il a reçu de ses aînés. C'était l'inauguration de la nouvelle salle technique de l'Agakadojika. Comme on se nomme le maire de la commune d'Ovendo, vous l'avez bien compris, nous sommes dans notre rubrique Expression libre et notre reporter maison, Aliane Bella, a baladé son micro dans les rues de la capitale gabonaise. Allons-y. On s'appelle le maire de la commune d'Ovendo. D'Ovendo Franck. Nguema Franck. Le maire de la commune d'Ovendo. Non, il n'y a pas encore le maire de la commune d'Ovendo. Comment se nomme le maire de d'Ovendo? Mon avis, je pense que le maire de la commune d'Ovendo, c'est Madame Jeanne Babou. Le maire de la commune d'Ovendo, c'est une dame. Oui. On s'appelle le maire de la commune d'Ovendo. Oh non, moi je ne suis pas d'ici. Hein. On s'appelle le maire de la commune d'Ovendo. Le maire de la commune d'Ovendo. Oui. C'est un homme, c'est une femme. Comment il s'appelle? Madame Jeanne. C'est un homme, c'est une femme. C'est une femme, Madame Mbagou. Comment s'appelle-t-elle? C'est Jeannette Mbagou. Jeannette Mbagou. Madame Bagou Jeannette. Madame Bagou Jeannette. Ah, Madame Bagou Jeanne. Le maire de la commune de Ovendo, comment s'appelle? Je ne sais pas. C'est un homme, c'est une femme. C'est une femme. Pour ceux qui ne le savaient pas encore, gardez-les en mémoire. Le nom de la maire de la commune d'Ovendo se nomme Jeanne Mbagou. C'est sur ce que s'achève notre édition d'information. Bonne soirée, à demain et surtout, gardez le sourire.